those who stay will be champions, right? Chacun des joueurs qui a passé dans son parcours à Laval, si tu fais minimum 3 ou 4 ans, t'as eu une Coupe Vanier. Kian Arélie-Mena, t'es entraîneur des secondaires pour le Rouge et Or de l'Université Laval. Vous avez trouvé une recette gagnante, mais ça fait combien de temps que vous travaillez tous ensemble? Notre staff, pour les positions en fait de coordonnateur ou quoi que ce soit, ça fait, je te dirais, au moins tous facilement plus de 20 ans qu'ils travaillent ensemble. Puis je pense que ça fait une de nos forces, la stabilité au niveau de notre programme. Est-ce que Laval se prépare de la même façon si ils vont jouer contre les Carabins ou peu importe une autre équipe de la Ligue? Nous, on va jamais prendre une équipe à la légère. Okay? Premièrement, parce qu'on a trop de respect pour les autres entraîneurs les autres universités ou sont des entraîneurs à temps plein qui passent pas leur journée dans leur bureau à se rouler les pouces. Puis je vais dire quelque chose, puis je dis pas ça pour être prétentieux ou quoi que ce soit, mais... Qu'est-ce que Glenn Constantin représente pour le programme? Comment il a façonné la culture de ce programme-là? Ben Glenn, je pense que c'est la pierre angulaire de notre programme, right? C'est un peu l'image, c'est l'entraîneur-chef le plus victorieux au niveau du sport au Canada. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Game On. C'est votre host, William Rochefort. C'est un plaisir de vous recevoir. Cette semaine, on marque l'histoire. On reçoit l'université la plus titrée au Canada. On parle de 12 victoires de Coupe Vanier. Si vous n'avez pas encore deviné, c'est parce que vous vivez dans une grotte. L'Université Laval. J'ai la chance de recevoir Kian Arélie-Mena. Bienvenue sur le podcast. C'est un plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment smart, Kian. Sérieusement. Je commence souvent avec des introductions pour mes invités. Voici ton intro. Kian Arélie-Mena, tu es entraîneur des secondaires pour le Rouge et Or de l'Université Laval. Tu es originaire de Laval. Tu as évolué avec les Loups de l'école secondaire Curie-Antoine Labelle. Ensuite, tu t'es joint aux Cheetahs du Collège Vanier, où tu as été nommé à 2 reprises au sein de l'équipe étoile défensive en 2014-2016. Et aussi, tu as été nommé joueur défensif par excellence en 2016. Étudiant athlète de 2017 à 2019, tu rejoins l'Université Laval, où tu as été nommé recrue de l'année universitaire par la RSEQ. 1 an plus tard, tu remportes la Coupe Vanier à domicile. En 2019, tu es de nouveau retrouvé au sein de l'équipe étoile défensive de la RSEQ, U-Sport aussi. Comme entraîneur en 2022, tu reviens à temps plein comme coordonnateur défensif des Faucons du Cégep de Lévis. Après seulement 3 saisons, tu retournes à la maison avec le Rouge et Or pour prendre le rôle des secondaires. Aujourd'hui, tu es aussi le co-host du podcast Sans Restriction. Tu es aussi head coach de Linebacker Prototype à Québec. Kian, merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue sur Le Game On. J'ai souvent l'habitude de commencer avec cette question-là. Mais pourquoi de commencer le football? De où ça part le football pour toi, Kian? Premièrement, merci pour l'invitation, Will. Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui pour te parler de mon parcours, puis un peu de qui je suis et qu'est-ce que je fais dans la vie. Comment j'ai commencé le football, en fait? Moi, c'est grâce à mon grand frère. J'ai 3 frères. On est une famille de 4 garçons à la maison. Puis mes 2 grands frères, en fait, mon plus vieux, c'est plus un artiste. Il était plus dans la musique, mais mon grand frère, Brian, qui joue présentement pour les Argonauts de Toronto, c'est lui, en fait, qui m'a un peu initié au football, puisque un de ses bons amis avait commencé le football, puis Brian voulait jouer aussi, donc il a décidé d'essayer. Puis on a seulement 13 mois de différence, donc on a grandi vraiment super proches l'un de l'autre. Mm-hmm. On a souvent fait les mêmes activités, on a souvent eu le même cercle d'amis, donc c'est tombé un soir que je suis allé voir la pratique de mon frère avec ma mère, puis le père de l'ami de Brian, en fait, elle nous a juste présenté, puis là, j'ai vu comme quoi ça m'intéressait, puis ma mère m'a demandé est-ce que tu voulais jouer? Puis j'ai dit, ben, j'étais pas fermé à l'idée, puis là, la semaine d'après, je suis allé à la pratique, puis c'est là où est-ce que j'ai fait mes premiers pas dans le football, puis c'était en fait à l'époque pour le programme de football Alexander Park, dans le West Island Bien sûr, de ouais. Montréal. J'ai joué contre Alexander Park. T'as-tu déjà joué contre les Bulldogs de Sherbrooke? Honnêtement, oui, là, j'ai même pas le souvenir. En ce moment, je ne peux pas te le dire, mais je me souviens, c'était plus, il y avait quelques équipes proches de où est-ce qu'on restait. Il y avait Alexander Park, évidemment, West Park, Sunnybrook, Amabe, donc Ouais. Lakeshore. C'est vraiment plus ce genre d'équipe-là dans le North Shore Football League à l'époque, dans lesquelles on jouait. C'est là où est-ce que j'ai vraiment fait mes débuts. Puis j'ai commencé un peu le classique quand tout le monde commence au football, où est-ce que tu touches un peu toutes les positions. Puis ma première position, je me souviens, j'étais joueur de ligne, puis j'ai pas nécessairement aimé ça dès le début, mais j'ai aimé tout ce qui venait en fait avec le football, donc l'esprit d'équipe, le fait d'être challengé par des coachs, puis juste
d'être impliqué dans des activités hors de l'école. À mes débuts, c'est ça vraiment qui m'a fait prendre. Puis moi, comme je l'ai dit, mon grand frère, c'était un peu mon meilleur ami, puis je voulais faire comme lui souvent dans la vie. Donc, j'ai juste pris. Puis plus les années ont avancé, plus j'ai commencé à développer un amour plus grand pour le sport. J'ai touché à d'autres positions également. Puis maintenant, ben, en fait, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de ma vie à tous les jours. Puis je ne changerai pas rien du tout de mon parcours, en fait. Fun fact, moi, j'ai déjà joué contre Alexander Park. C'est pour ça que je te disais ça. Le fameux, je sais pas si tu jouais là à ce moment-là, mais comme le fameux terrain en gazon, là, en plein milieu Oui, de plein d'appartements, comme ça, oui, oui. c'était quand même pas pire. Je sais qu'après ça, t'es allé à Curie-Antoine Labelle, t'as joué Ouais. là-bas. Par moi, est-ce que t'as commencé dès secondaire 1 là-bas? Ou t'as joué Non, en fait, civil? j'ai joué civil à Alexander Park, c'est civil, puis par la suite, mais ma mère a rencontré mon beau-père, puis ils se sont mariés, puis j'ai déménagé à Laval. Puis à ce moment-là, Ah, ben, j'ai ok. joué un peu de football civil pour les Chambly Blues. Puis par la suite, j'ai commencé vraiment à cuire en ton appel pour les Loups à partir de secondaire 3. Donc la façon que c'est fait, c'est que l'école est divisée en deux. Donc il y avait un, deux, trois, que les jeunes vont à l'école qui s'appelle Polyjeunesse. Mhm, Puis 4, 5, c'est curie Antoine Labelle pour les Loups. Puis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé ma dernière année cadet pour les Loups. Puis après ça, j'ai fait mes 2 années juvéniles. Puis par la suite, je suis décidé d'aller à Vanier, où est-ce on va en venir un peu plus tard. mhm, Mais c'est vraiment du moment parce que j'ai aussi joué au hockey dans ma jeunesse. Puis à l'âge d'environ 14 15 ans, en première année Bantam, j'ai pris la décision pour une année d'arrêter de jouer au football pour me concentrer sur le hockey. À ce moment-là, je jouais Bantam 2B ma première année, donc c'était quand même du niveau assez compétitif, puis je voulais m'investir, mais j'ai rapidement constaté comme quoi que c'était peut-être pas la décision auquel je me voyais à long terme, puis c'est une réalité différente un peu le hockey versus la dynamique du football, puis je me suis rapidement ennuyé. Puis j'ai vu mon frère qui lui avait continué pendant cette année au football et qui avait mhm. commencé sa première année pour le programme des Loups. Puis je me suis rapidement joint à l'équipe pour continuer mon parcours. Puis c'est là où est-ce que j'ai vraiment commencé à me dédier à 100% au football et non faire d'autres sports. Qu'est-ce que tu veux dire par réalité? Différence entre le hockey puis le football. Mais en fait, c'est différent. Je trouve que moi, mais surtout quand j'étais plus jeune, je trouve que le football, il m'instaurait des valeurs qu'au moment où est-ce que j'étais plus jeune, peut-être je le voyais pas, mais des genres de choses où est-ce que tu travailles souvent dans une structure beaucoup plus disciplinée, où est-ce que les coachs sont très exigeants, puis on essaie de te forger un peu un caractère, une carapace, puisque évidemment, le football, c'est un peu plus dans le cliché, un sport rugueux ou difficile, où est-ce que comme les intentions sont, c'est un jeu physique, veut pas, Mhm, c'est le name of the game. Je crois pas vraiment, c'est un sport qui doit être physique. Et puis, tout ce qui vient pour la préparation d'être prêt au niveau des jeux, ou la préparation physique, quand j'étais plus jeune, c'est pas des choses que je me mettais vraiment en face, c'était plus en mode jeu. Mais le hockey, c'était vraiment plus déjà, il y avait des camps de spécialisation, power skating, camp d'habileté. L'été, je mhm, faisais du 3A. Puis il y avait beaucoup plus de choses qui demandait plus sur peut-être un peu des skills individuels, mais j'ai vraiment rapidement plus préféré un peu le collectif, de voir travailler avec des gars avec qui je jouais les matchs ou étudier ensemble, aller à la salle ensemble, mhm. faire des workouts, ce genre de choses. C'est ça qui m'a plus intéressé, donc j'ai décidé que je voulais plus graviter vers ce côté-là. Ensuite, tu as été à Vanier. Est-ce que tu avais d'autres offres que Vanier ou c'est parce que tu voulais rester proche de la maison? Non, j'avais d'autres offres, j'ai plusieurs. Je pense que dans la région de Montréal, j'ai été approché par la majorité des cégeps. Puis j'ai fait la tournée, évidemment, j'ai pris les informations. Puis à ce moment-là, c'était la première. J'ai eu la chance de jouer avec mon frère en une année au juvénile, en fait, au secondaire. Par la suite, vu qu'il était plus vieux, lui a pris la décision une année avant d'aller à Vanier. Puis j'avais vraiment Hmm. aimé l'expérience que j'ai eue au secondaire de jouer avec mon frère. Donc quand Vanier m'a approché pour me recruter également, j'avais l'intérêt à étudier en anglais. Je pense que on a été élevé dans une famille où est-ce que le bilinguisme était présent, mais je pensais aussi que aller en full immersion en anglais, ça allait m'aider pour le futur, que ce soit sur le marché du travail ou bien juste de voir des choses différentes. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai ultimement décidé d'aller à Vanier. C'est un programme aussi qui avait beaucoup d'histoire, puis il y avait une bonne renommée au niveau du développement des athlètes. Ouais. Donc, j'ai pris la décision d'aller là. Puis, évidemment, comme tu as parlé, c'était facile. C'était un bus qui m'amenait de la maison jusqu'au terminus Côte-Vertu, qui est à 5 minutes de marche du campus. Donc, c'était facile un peu dans tout ce qui venait autour. Mhm. L'affaire qui est le fun, c'est que toi et ton frère, vous êtes suivis beaucoup, là.
Donc, c'est quand même cool, là. Dans tes années à Vanier, est-ce que tu as joué avec un Xavier Ouellet? Oui, oui, j'ai joué avec Xavier Wallet. Ouais. Xavier qui venait de la région de Sherbrooke, en fait, ouais, Ouais, oui. exact, exact. Ben, moi, j'ai joué. Ben, j'ai pas joué avec parce qu'il est un peu. Ben, je pense qu'il a le même âge que toi, peut-être un peu plus vieux. Mais il m'a coaché, moi, puis j'ai joué avec son plus petit frère aussi. Puis on se connaissait depuis un bout. Puis je m'en souviens, là, dans le temps, là, c'était le gars qui s'en allait à Montréal à la place d'aller. Mais c'est ça, parce que c'était pas fréquent que les gars justement de la région de Sherbrooke quittent parce qu'il y avait Champlain Knoxville qui était là, il y avait des bons programmes dans la région qui c'était pas nécessaire de vraiment quitter. Mais Mhm. Xavier a fait le move, il est descendu de Sherbrooke, puis il est un an plus jeune que moi. Donc OK. je me rappelle, j'ai joué avec lui. Il a fait le saut, puis je pense que par la suite, ben, un beau parcours, il a continué à se Mhm. développer. Puis je pense qu'il est encore impliqué dans le monde du football en ce moment. Donc Ouais, chapeau à effectivement. Xavier, shout out à lui s'il écoute. Ah ouais, je pense qu'il va écouter en plus, donc shout à lui. Ok, c'est cool. Dans le 2014 à 2016, je sais que tu as perdu un bol d'or de mémoire. Vous êtes sûr? Ouais, hein? C'est. Ben, en fait, non, lorsque j'étais à Vanier, on s'est jamais rendu à un bol d'or. En fait, on était. Ma première année en 2014, on avait, quand j'y pense, quasiment un All-Star team, beaucoup, beaucoup de talent, plusieurs joueurs qui ont réussi à avoir des opportunités pro ou qui sont encore pro à ce jour. Puis on a eu vraiment une bonne saison régulière où est-ce qu'on a, je pense, si je ne me trompe, on a battu toutes les équipes. Puis on arrivait en demi-finale contre Champlain-Lennoxville à Vanier à domicile. Puis là, malheureusement, c'était une mauvaise journée pour nous. On s'est fait démolir. Le score était vraiment, je me souviens plus exactement du score, mais pour avoir une saison où est-ce qu'on a eu tellement de succès, où est-ce qu'on avait le club pour remporter un bol Mhm, d'or, à mon avis, ça se concrétise comme ça en demi-finale. À la maison, c'est sûr que ça laissait un goût très, très, très amer. Par la mhm, suite, j'ai jamais été en mesure de me rendre de nouveau au bol d'or au niveau collégial. Donc, c'est sûr que quand tu es dans ces moments-là, c'était difficile. Puis, surtout maintenant, comme quand je regarde les différents gars qui sont rendus, certains gars sont pros, certains gars ont eu des mhm, grosses carrières universitaires. C'est pas le manque de talent, c'est juste que des fois, le football, c'est un sport où est-ce que il faut se présenter à toutes les semaines parce que t'as beau avoir la meilleure équipe sur papier, mais le match n'est pas gagné hein, jusqu'à temps que c'est 0-0 sur le scoreboard, puis entre les lignes blanches. Puis c'est quelque chose que je pense qu'on a appris à la dure cette année-là. Fait que j'ai pas eu la chance d'en gagner un, mais ça s'est résolu au prochain niveau par la suite. Écoute, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais écoute, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit qui ont gagné des Coupes Vanier, puis ils me disent ah, j'aurais voulu vraiment gagner. C'est un bol d'or, c'est un feeling quand même assez spécial, mais en même temps, quand tu es champion national, je pense qu'il n'y a rien qui peut battre ça. Avant de jumper justement sur ton parcours à Laval, à quel point ton parcours collégial t'a forgé en tant que personne? Parce que moi, personnellement, je sais que, tu sais, j'ai pas joué universitaire, mais moi, collégial, là, mon gars, ça m'a permis d'apprendre à me connaître, à maturer dans la vie. Puis je pense que ça m'a aidé à me forger un peu à qui je suis aujourd'hui. J'ai envie de t'entendre là-dessus, en fait. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, puis ça m'a beaucoup, beaucoup forgé en tant que personne, ça m'a développé ou aidé à mon développement pour me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui, puisque je savais à un certain moment que j'avais du talent au football, puis que les choses allaient bien pour moi. Donc, à partir de, tu sais, j'avais commencé à avoir un peu de reconnaissance, que ce soit à travers mon parcours au secondaire. Puis, lorsque je suis arrivé au cégep, ben, j'ai eu du succès dès ma première année, puis j'ai eu la chance de toucher le terrain de jeu, ben, très tôt. Donc, dès ce moment-là, je savais comme quoi le talent au football, je l'avais, mais c'était quelque chose où est-ce que comme je te dis, je jouais dans la même unité que mon grand frère qui était à côté de moi, puis que lui aussi c'était un très bon joueur. Puis souvent, c'est inévitable, on avait des gabarits comparables, on se faisait souvent Mhm, comparer l'un à l'autre. Puis, tu sais, ça n'a jamais été malsain pour moi. Puis j'ai jamais, jusqu'à ce jour, aujourd'hui, on me demande, lorsque c'est la première fois qu'on nous voit, est-ce qu'on est des jumeaux, parce que on se ressemble beaucoup selon les gens. Mais je savais toujours que moi, j'avais toujours un peu comme ce chip on the shoulder, un peu dans le sens que je voulais probablement ben, me rendre fier, rendre ma famille fière, rendre mon frère fier, tout ce genre de choses-là. Puis ça m'a vraiment aidé. Puis par la suite, du moment où est-ce que lui a quitté, il a fait son choix pour aller à l'université, ben, c'est un peu moi qui prenais un peu le rôle de leadership au sein de cette équipe-là. Donc à ce moment-là, j'ai commencé un peu à être un leader plus vocal. J'ai toujours fait les bonnes actions, je me suis préparé comme il faut, j'ai exécuté lorsque c'était le temps mhm, sur le terrain, quand c'était le temps de faire des jeux. Puis du moment où est-ce que j'ai pris confiance en moi, mais j'ai essayé d'amener ça dans toutes les sphères de ma vie, que ce soit académiquement, développement personnel, au football. Mais c'était vraiment, vraiment des années importantes pour moi. Puis ça m'a donné toute la confiance nécessaire pour que me sente prête à faire le move de déménager après le mhm. cégep pour aller dans une autre ville pour vraiment
avoir des nouveaux objectifs, voir de nouvelles personnes, apprendre de nouvelles cultures, puis sortir de ma zone de confort. Si j'étais resté à Montréal, Mhm. je crois que je serais resté à la maison, puis je serais dans une université quelconque. Ça aurait été un peu dans le confort. Pour moi, c'est important de prendre la décision de sortir de ma zone de confort, prendre un peu le leap of faith, puis évidemment avec le support de mes parents qui ont tout le temps été vraiment présents dans notre vie sportive, puis le sont à ce jour, mais mes parents ont tout le temps été là, puis ils ont dit, si vous faites ce qu'il vous faut, ce que vous devez faire, en fait, nous, on va être là pour vous supporter, juste donnez-nous des bonnes notes à l'école, soyez des bonnes personnes autour des gens que vous côtoyez, puis le reste, on va être là pour vous supporter lorsque vous en avez besoin. Puis, c'est vraiment ce qui s'est passé. Puis, ça m'a donné la confiance pour justement attaquer toutes les épreuves que je Mhm. voulais faire après le parcours au cégep. Je pense qu'être bien entouré, c'est vraiment acquis. Puis tu as eu la chance d'être bien entouré. Mais en plus de ça, c'est le fait d'avoir de la bonne compétition comme tu as vécu. Je pense que ça t'a quand même poussé. Puis tu sais, on a les preuves ici. Tu as quand même été 2014, tu as quand même été au sein des équipes étoiles défensives, qui est quand même, c'est un bel exploit, surtout quand tu joues collégial Division 1. Je peux te dire que pour avoir passé par là, les gars qui font partie de l'équipe étoile, souvent ils le méritent. Puis souvent, on sait c'est qui ces joueurs-là sur le terrain. Tu as choisi Laval. Est-ce que c'est parce que ton frère est allé aussi à Laval ou ton frère est vraiment pas allé? Pourquoi tu as choisi Laval, en fait? Moi, mon grand frère il est allé à l'Université de Montréal, en fait. Il est allé pour les Carabins. Donc, c'était un Oh, peu. Mais, OK. je sais pas si ouais, c'est ça. Il n'est pas allé à Laval du tout, en fait. Il est allé à nos plus grands rivaux. Puis, en fait, lui, justement, il y a un an plus vieux, donc il a fait sa décision. Il t'a pris à 10 à l'Université de Montréal. Puis moi, c'était ma dernière année. J'entamais ma dernière année au collégial. Puis là, le classique, où est-ce que tu commences à te faire recruter par les différentes universités. Puis là, les gens qui commençaient à me demander, est-ce que tu vas faire un peu la même décision que tu as fait pour aller au cégep, puis suivre ton frère pour aller à Mhm, l'université. Mais comme j'ai mentionné un peu plus tôt, pour moi, je cherchais à ce moment-là quelque chose de différent. Puis quand j'ai commencé un peu à... J'avais le rêve, comme un peu plusieurs jeunes, maintenant, de jouer aux States, mais c'était un peu plus compliqué à l'époque, niveau académiquement, même un peu l'exposure n'était pas aussi grand qu'il est en ce moment. Puis je suis content maintenant que les jeunes ont plus de facilité d'atteindre leur rêve, mais à mon époque, c'était pas aussi facile. Pas impossible parce qu'il y a des gens comme par exemple Benjamin Saint-Just que j'ai joué ouais. avec au secondaire, qui a réussi Ah, no à way. forger son chemin à travers les Spartiates pour par la suite aller à Michigan et quoi que ce soit. Donc c'était faisable, mais c'est juste pas nécessairement aussi facile. Donc quand c'est arrivé à mon tour, bah, je savais que pour moi, c'était important de quitter la maison. C'était quelque chose que je voulais dans ma décision. Donc ça tombait que c'était Laval, mais j'ai été ouvert à visiter ailleurs au Canada. J'ai fait des visites à Guelph, à UBC, à Calgary. J'ai vraiment visité le Canada pour plusieurs des équipes qui m'ont démontré de l'intérêt parce que je trouvais que c'était important de prendre toute l'information pour prendre la meilleure décision pour toi à ce moment-là parce que tu es rendu disons, entre 19 et 21 ans quand tu prends cette décision-là, puis c'est probablement la plus grande décision que tu prends de ta vie à ce stade-ci. Donc, c'est important pour moi d'être réfléchi, d'être posé, puis de vraiment penser à où est-ce que je me voyais après mon parcours. Donc, Mhm, j'ai fait tout ça, puis effectivement, les deux dernières équipes pour lesquelles ça a vraiment tombé en, c'était évidemment le Rouge et Or, puis les Carabins. Donc, l'équipe où est-ce que mon frère jouait, puis l'équipe où est-ce que moi j'avais beaucoup que je voyais en haute estime. Parce que aussi, juste pour faire une anecdote, quand j'ai commencé à regarder le football universitaire à la télé, de nos jours maintenant, c'est à TVA Sport qui présente ouais, le ouais. réseau universitaire, mais back then, c'était Radio-Canada. Donc, j'écoutais sur Radio-Canada, puis je pense que c'était un match de demi-finale canadienne, mais c'est dans les époques où est-ce que Benoît Gros était le carrière du Rouge et Or, Sébastien Lévesque était le porteur, puis ils avaient des équipes vraiment compétitives. Mon collègue de travail, Guillaume Rioux, faisait partie Mhm, du receiver corps, quoi que ce soit. Puis c'était des années où est-ce que Laval était tellement dominant, puis quand je regardais ça à la télé avec mon frère, on était comme waouh, on voyait comme quoi ben, au stade TELUS, le crowd était rempli, gonflé à bloc, beaucoup de support derrière l'équipe. Puis c'est vraiment là où est-ce que je suis un peu tombé en amour avec cette équipe-là. Inconsciemment, je voyais le succès qu'ils avaient, je voyais un peu la structure, puis j'étais impressionné. Fait que du moment où est-ce ils m'ont approché pour me recruter, puis que j'ai fait ma visite ici, puis j'ai vu qu'est-ce que c'en était pour de vrai, ben là, j'ai dit, waouh, j'ai un peu the best of both worlds. Le plan mhm, académique était excellent. Ils avaient un plan pour moi en tant que joueur de football. Puis, je savais, comme je t'ai dit, que j'avais confiance en mes moyens. Puis, je savais que du moment à l'université que j'allais, les gars dans l'alignement, c'était pas vraiment un facteur pour moi parce que j'avais mhm. confiance que si je venais, je m'impliquais, je travaillais, je faisais mes preuves, que j'allais pouvoir,
tirer mon épingle du jeu puis essayer Ouais. d'avoir un peu de terrain dès ma première année. Puis c'est quelque chose qui est arrivé ici de fil en aiguille. Puis, euh, comme j'ai dit maintenant, cet été, ça va faire 8 ans que j'ai déménagé à Québec en temps plein. Puis, si tu demandes au Kian avant de rentrer à Laval, si je me voyais rester à Québec après mon parcours universitaire, j'aurais probablement dit jamais, je vais là parce que, ben, en fait, c'était mon meilleur fit académique puis athlétique. Mais là, je suis tombé en amour avec la ville, puis là, je me suis installé avec ma fiancée, puis je suis devenu papa à l'autre dernier, donc Yo, je félicitations, suis man. à C'est Québec pour... hot. Nice, man. Fuck Merci beaucoup. nice, man. Je savais pas, man. Je savais pas que t'étais nouveau papa. C'est vraiment cool, mais Ouais, là, ouais, ouais. c'est le fun que t'ailles. Maintenant, je suis capable de faire le lien pourquoi les gars ils me disaient que je vais avoir du fun à parler avec toi parce que justement, t'es jeune puis tu peux vraiment relate le plus. Tu sais, je pense que ça fait pas tant longtemps que ça là, que tu as fini de jouer Du à tout. Laval comme joueur. Donc, la fois qui est intéressant, c'est que tantôt, quand on va parler du recrutement, mettons, de cette année, mais tu vas être capable de relate avec ton expérience de quand toi tu t'es fait recruter puis les genres d'outils qu'eux utilisaient quand toi tu étais joueur, mais que maintenant, toi, tu vois le backstage aussi. Tu vois comment tu te prépares Exact. à ça. C'est vraiment cool. Quand tu es arrivé à Ouais. Laval en 2018, tu as gagné la Coupe Vanier. OK? Vous avez gagné une Coupe Vanier. Je suis rentré en 2017, moi. En 2017, puis on a perdu ma première année, moi, en 2017 contre Western. Oh, Donc, contre Western. ouais, c'est ça. Je suis rentré en 2017, on se rend à la Coupe Vanier, on a une belle année, puis malheureusement, on perd à la Coupe Vanier contre Western. Puis honnêtement, à Laval, on a eu la chance d'avoir du succès lorsqu'on arrive au match ultime. Plus souvent qu'autrement, on a gagné mais dans l'histoire. Cette Mhm, année-là, on l'a perdu, puis on l'a perdu assez d'une façon assez franche. Western avait une très très bonne équipe, ils étaient prêts, puis on s'est fait dominer ce match-là, on l'a perdu au la main. Mais ça nous a laissé un goût très, très amer pour le off-season de 2017, ben, transition à mhm, 2018. Puis on avait un peu le feu tout l'hiver pour notre préparation. On savait qu'on avait potentiellement la chance de les revoir parce qu'ils avaient une équipe relativement jeune également qui allait pour la plupart revenir, à part les gars qui passaient pro. Puis on s'était dit que si jamais on avait la chance de reprendre cet adversaire, ben, qu'on ferait les choses pour s'assurer de ne pas avoir le même résultat. Puis c'est chose qui s'est faite en 2018 où est-ce que il y a une année incroyable où est-ce qu'on a été invaincus du match pré-saison jusqu'à la Coupe Vanier. Une année magique. Puis c'était assez spécial parce qu'en 2018, on a eu la chance d'accueillir la Coupe Vanier à Québec. ouais. Habituellement, la Coupe Vanier, des fois, quand elle se fait annoncer, c'est des contrats de 2 ans. À ce moment-là, on avait en 2018 la Coupe Vanier à Québec. Puis le fait de pouvoir gagner la Coupe Vanier pour le plus gros programme à la maison, c'était incroyable. C'est une journée que je vais me rappeler toute ma C'est vie. sûr, man. Euh, tellement d'efforts à travers l'année qui a été récompensé cette journée-là. Puis c'était spécial, c'était spécial. Puis surtout, c'est là, tu en parlais tantôt de championnat que j'ai pas pu gagner lorsque j'étais au Cégep. En 2018, ça faisait officiellement mon premier championnat que je gagnais. À Puis j'en avais vie? gagné d'autres à travers. OK. Mais à vie, oui, parce que mais si j'en ai gagné que certains, mais comme dans des tournois comme Team Québec, ce genre de choses-là, où Ouais. est-ce que c'est pas nécessairement pareil, c'est 3 matchs, c'est une équipe qui est bâtie dans l'espace de total 1 mois. Ouais. Mais quand tu grindes avec les gars pendant 9 mois de l'année à travailler dans le même but commun à travers les différents embûches, obstacles, les grinds, les réveils tôt, les sommeils tard le soir, les Mhm. préparations, les stress, les matchs qui vont bien, les matchs qui vont un peu moins bien. C'était vraiment spécial avoir tout l'aboutissement de ces efforts-là, puis de l'anticipation, parce qu'on n'était pas naïf, on voyait un peu les choses, comment ils se plaçaient. Puis lorsque tu arrives au stade national demi-finale canadienne, où est-ce qu'il reste 4 équipes, puis là, tu Mhm. sais que l'équipe qui t'a battu l'année d'avant est dans le carré d'as de l'autre côté. Puis je pense à cette année-là, on jouait la demi-finale canadienne, la première de la journée. Donc nous, on avait notre billet pour la Coupe Vanier, puis là, on regardait le match par la suite de Western qui jouaient dans l'Ouest. Puis quand ils ont eu leur billet, ben, on savait que c'était game on. Puis Oh, là, hein? tu n'avais pas besoin de trop parler. On était locked in, Exact. puis on savait c'était quoi l'enjeu au bout de la semaine qui nous attendait. Puis incroyable, comme je te dis, le game plan était on. Je pense que c'était une journée où est-ce que les As se sont alignés 2 jeux après on commence le match. Premier jeu, une longue passe complétée pour environ 50 verges. Deuxième passe, une bombe touchée. Fait qu'après 2 jeux, on marque un touché. Là, j'étais sur le sideline, puis j'ai dit, OK, il y a aucune chance qu'on perde le match aujourd'hui. C'est une des journées où est-ce que les choses sont bien alignées pour nous. Puis, comme de fait, on a eu une grosse performance défensive, special teams, offense, puis on était champion à la maison. Nice. T'as-tu une anecdote, une histoire, de quoi qui t'a marqué, de pas nécessairement juste du match, mais de la semaine de préparation au complet?
Oui, en fait, ben, c'est toujours spécial, une semaine de Coupe Vanier, parce qu'il y a plusieurs événements autour de la game qui changent un peu ta routine. Par exemple, il y a comme tes heures de pratique sont pas nécessairement toujours pareilles, puisqu'il faut aussi t'accommodes l'équipe adverse. Donc, des fois, ça change un peu l'horaire habituel de l'équipe. Par la suite, tu as le souper All Canadian ou banquet All Canadian durant la semaine où est-ce que il y a les deux équipes qui sont là. Donc, nous, on était là, toute l'équipe. Il y avait Weston qui était là. Il y a un souper, il y a une présentation des équipes canadiennes, le head Crichton, l'entraîneur de l'année, tout ce genre de choses-là. Donc, il y a plus de choses. Donc, déjà, là, je me souviens que Weston était arrivé. Puis, eux, ils voyageaient d'une façon, ils étaient habillés, je pense, en veston, cravate, comme l'uniforme que tout le monde avait. Puis, nous, on était juste, par exemple, comme un polo, un peu comme j'ai en ce moment, habillés Mhm. dans nos couleurs ou habillés tenue de ville, tu sais, bien propre. Puis je me souviens, à cette année-là, il y avait un de leurs bons secondaires, Fraser Sopé, qui a gagné le President's Trophy, qui est le meilleur stand-up defensive player de l'année, donc le meilleur Wow. joueur défensif qui n'est pas joueur de ligne de Mhm. l'année. Puis il avait fait un speech comme quoi, ben, que nous, on avait un peu considéré un peu très arrogant. Tu sais, il était confiant de ses moyens. Puis je comprends qu'ils se sont rendus là, mais il faut comprendre que nous, moi, je suis un grand fervent en disant je crois que le meilleur football est joué au Québec. Dans notre Mhm. conférence, je pense qu'on a les équipes les mieux préparées, les joueurs les plus développés aussi. Donc, chaque semaine, c'est un test que ça peut peut-être pas être la réflexion sur le scoreboard à chaque semaine, mais on respecte nos adversaires à chacune des semaines, puis on va jamais prendre un adversaire à la légère. Donc, je pense que ça nous a vraiment forgé pour ce genre de match-là. Puis eux, un peu dans la même chose, ils ont dominé un peu leur conférence dans le OUA, mais je pense qu'ils n'ont pas vraiment eu beaucoup d'adversité cette année-là, puisqu'ils avaient une grosse, grosse équipe. Mais là, ils parlaient comme justement comme s'ils allaient jouer une autre équipe du OUA. Puis nous, on s'est dit, t'es chez nous, on a la chance d'avoir le même match-up qu'on a eu l'an passé, qu'on n'était pas satisfait du résultat. Puis on réservait quelque chose pour lui. Donc il a dit que certaines paroles où est-ce qu'il était très, très arrogant. Puis c'est un peu son personnage, c'est un peu Mhm. son demeanor. Fait que je ne peux pas l'en vouloir, mais il a piqué, he poked the bear, puis he found Exact. out le samedi soir. Tu sais, Mhm. on a gardé note, puis on n'avait pas besoin de plus de motivation. On savait déjà tout ce qui était sur la ligne. Puis je me souviens que même à ce moment-là, je pense que Greg Marshall avait gagné l'entraîneur de l'année. Et puis lui, il était en train de booster son équipe, puis dire comme quoi ils étaient bons, ils étaient beaux, ils étaient forts. Mais on savait le groupe de joueurs qu'on avait dans notre vestiaire, puis on savait que on avait quelque chose de réservé pour eux pour cette fin de Mhm. semaine-là. Puis chose faite, on est venu, we came out swinging, on était prêts, puis les gars, ils ont répondu. Puis à la fin de la journée, ben, c'était nous qui avons levé le trophée au-dessus de notre tête à la maison cette année-là. Puis ça valait tous les efforts du monde. Exact. Tu sais, c'est dans leur tête, c'était les underdogs un peu, mais c'est correct, ça, c'est le fun. Ça le build-up, puis ça vous a encore plus motivé à gagner. Tu sais, c'est un peu comme dans les press conferences avec les boxeurs, tu sais, un peu ce genre de truc-là. Ben oui, Mais exact, exact. le feeling doit être tellement bizarre, man, quand tu sais que tu joues en fin de semaine la Coupe Vanier contre cette équipe-là, puis ils sont assis en face de toi durant une cérémonie de trophée. Là. Ça doit être weird. Là. Ouais, c'est particulier. Et puis surtout, tu sais, à ce moment-là dans l'année, si vous êtes les deux seules équipes au Canada qui restent, tout le monde est soit Exact. en vacances, ils sont déconnectés. Puis, on va se le dire, parmi toutes les équipes au Canada, à mon avis, ont probablement regardé la Coupe Vanier à la fin de la saison pour voir Mhm. qu'est-ce qui va se passer. Tu sais. Tu sais que tous les yeux vont être braqués sur vous, sur les deux équipes. Donc, je pense pas qu'à ce stade-là, c'est une situation de stress. C'était pour nous, on est choyé de jouer devant des grosses foules, avoir beaucoup d'attention médiatique de semaine en semaine. Donc pour nous, c'était juste comme business as usual. Évidemment, il y a un peu plus de festivité à cause de tout ce qui vient. Puis on a un avantage ici à Laval, c'est de jouer devant la meilleure foule au pays. Puis ils étaient présents malgré les conditions froides. Québec font tout le temps en sorte comme quoi c'est un happening lorsque tu fais un match de rouge et or. Puis la foule nous a propulsés, ils nous ont aidés. Puis à ce jour, je pense qu'on a la plus grosse communauté de partisans au Canada. Puis ils sont derrière nous. Puis à chaque année, notre équipe de médias, de communication ici font des travaux colossaux pour essayer de trouver des façons d'attirer des gens au stade, que ce soit de l'animation, que ce soit des partenariats avec des différents collaborateurs, que on est vraiment, vraiment bien pris en son ici à Laval. Puis je suis très content d'être ici. Mhm. Je dois vous le donner. Honnêtement, c'est trippant. Là. À chaque fois que je suis allé au Bienvenue. Stade TELUS, ouais, je suis venu plusieurs fois. Ouais, c'est cool. C'est vraiment hot. Genre, c'est vraiment cool. L'expérience que tu donnes, le feeling. Ben oui, Par contre, le c'est comme feeling un sur. happening. Ouais, exact. Mais le feeling sur le terrain, là, ça doit être malade. Là. Ça doit être malade. Ouais. Quand tu joues C'est là-bas, là. c'est différent, je te dirais que, tu sais, moi, je suis là quand c'est le jour de match, parce que les gens, ils viennent voir le match de football. Nous, c'est la culmination du tout le travail de toute la semaine. Donc, Exact. je suis vraiment.
Je dirais que les deux seules personnes que je cherche dans la foule habituellement, c'est ma femme, puis l'année prochaine, ça va être ma fille. Pour le reste, tout ce qui est extérieur, bah, c'est bon, les gens sont là. Des fois, je vois des anciens coéquipiers que je salue, puis je suis Mhm. content de toujours revoir. Mais sinon, moi, je suis concentré sur la tâche. Je communique avec mes joueurs de série en série. Je communique avec Marc, qui est notre coordinateur défensif, pour qu'on Mhm. soit sur la même page, lui remonte les informations que je vois. Donc, je suis vraiment en mode travail pendant ce moment-là. Puis c'est lorsque le clock est à 0-0 que là, je peux commencer à saluer un peu des gens, puis m'amuser un peu. Mais je suis très, très, très choyé. Mais l'énergie, des fois, est palpable. Tu la sens. Puis Mhm. nos joueurs, je te garantis qu'ils la sentent derrière eux. Tu parles de entre les reps, entre les répétitions, tu es beaucoup concentré, tu parles à tes gars, tu parles avec ton DC. En parlant de coaching, comment tu es rentré dans le coaching? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou Je me suis toujours intéressé à plus que la game des X et O's. Donc, plus j'ai avancé, plus tu vois que les schemes évoluent, plus tu vois que c'est plus poussé ou dans les stratégies. Puis, quand je suis arrivé à Laval en 2017 en tant que joueur, c'est là où est-ce que j'ai constaté dans le premier camp que j'ai fait ici que là, OK, là, c'est complètement une différente game, qu'il y a beaucoup plus de détails dans ce qu'on veut faire en défensive, où il y a un processus qui est instauré pour nous aider à faciliter à comment on veut se déployer en défensive pour savoir comment ajuster. Donc, dès que j'ai compris ou j'ai pu comprendre un peu qu'est-ce qu'on veut faire dans notre défensive, ben là, plus mes années ont avancé, plus je suis devenu familier. Puis à la fin de mon parcours, en 2019, en ma dernière saison, je te dirais que je connaissais la défensive assez inside out, donc j'étais à l'aise de placer évidemment tout le monde dans mon core de linebacker, puis les joueurs autour de moi, donc halfback, corner, safety, j'avais wow, une bonne clutch? connaissance de qui se passait autour de moi. Donc, dès que j'ai su que je comprenais ces affaires-là, puis j'aimais, puis quand Marc nous donnait un call, mais là, je pouvais un peu plus comprendre dans quel genre de situation il voulait nous mettre, ou qu'est-ce qu'on voulait concéder, ou qu'est-ce qu'on fallait absolument pas qu'on laisse sur un certain call. C'est là où est-ce que j'ai commencé à vraiment m'intéresser. Puis ça m'a facilité aussi mon apprentissage de différentes semaines, parce que on a différents adversaires, il y a des différents coaching staff dans toutes les équipes, donc il y a tout le temps des nuances de semaines. Il y a des choses qui se transposent, je dirais, sur toutes les semaines, mais il y a tout le temps des petites choses qu'on veut cibler par rapport à l'équipe adverse qu'on joue. Donc, Mhm. euh, quand j'ai su ça, quand j'ai terminé mon parcours, j'ai su que ok, ben, ça m'intéresse le football. Puis moi, je suis un mordu du sport. Évidemment, le football, c'est ma passion, mais je suis un gros fan de hockey, basket, ça m'intéresse beaucoup. Soccer, comme tous les événements sportifs, ça m'intéresse. Puis, comme ma femme à la maison, elle dit, t'écoutes tellement de sport, je me demande c'est quand tu vas te fatiguer. Puis je lui dis souvent, je pourrais en écouter jusqu'à temps qu'il n'y en a plus. Là. I'm never over it. Tu sais, ça m'intéresse beaucoup. Puis, du moment où est-ce que j'ai terminé mon parcours, j'ai travaillé un peu, j'avais mon 9 à 5, mais le football me manquait d'une certaine façon. Donc, c'est là où est-ce que je suis revenu donner un coup de main en 2021 à Laval en tant qu'assistant défensif. Fait qu'un peu un rôle de GA, un peu, parce que Mhm. je venais après le travail, je rentrais un peu mes premiers pas dans le monde du coaching, où est-ce que je voyais un peu, OK, qu'est-ce que ça consistait de bâtir un game plan, le breakdown du film, voir comment corriger ou c'est quoi que en tant que coach, OK, j'étais dans le meeting de correction, Marc me donnait mes corrections, mais qu'est-ce que lui, lorsqu'il corrige lui-même, qu'est-ce qu'il regarde, comment il peut trouver des pistes Mhm. claires et définies pour améliorer le joueur et non dire, ben Will, il faut que tu cours plus vite ici. OK, ben Will, ben, si tu baisses ici ton pad level, tu vas pouvoir être plus efficace dans ta transition, puis donner des pistes vraiment, vraiment plus directes pour qu'un joueur puisse s'améliorer. C'est là où est-ce que j'ai pu vraiment développer ça. Puis je sais pas si on va rentrer plus tard, mais après 2021, mais c'est là où est-ce que j'ai eu ma première opportunité à temps plein d'être le coordinateur défensif à Lévis. Puis juste cette année-là m'a tellement aidé à me développer en tant que coach parce que, évidemment, cette année-là, on n'a pas eu la meilleure fiche au monde. On a seulement gagné un match, mais Mhm. tout le processus de bâtir un game plan, digérer le game plan, puis le régurgiter à mes joueurs d'une façon que eux ils comprennent un peu c'est quoi que Ouais. l'offensive, l'autre bord, ils veulent faire. Qu'est-ce qu'on va mettre en place cette semaine pour limiter les gains ou pour que nous, on ait du succès. Puis, justement, donner des jalons facilement atteignables pour que le gars puisse voir que j'ai une progression, on va dans le bon sens. C'est là où est-ce qu'elle m'a vraiment aidé. Puis, j'ai travaillé avec des jeunes travaillants qui étaient là pour moi. Puis le fait justement que ma proximité, ça faisait vraiment pas longtemps que j'avais joué. Je pense que les gars, j'avais assez de crédibilité auprès d'eux pour qu'ils Mhm. doutent pas un peu dans ce que je leur disais ou je leur demandais de faire. Puis moi, je leur disais, tu sais, guys, je suis nouvellement coach. Puis jusqu'à ce jour, puis je peux parler ici au nom de même Marc, même avec Glenn Constantin, notre head coach,
au football, tu termines jamais d'apprendre, tu peux tout le temps apprendre. Donc, si jamais je voyais que j'instaurais quelque chose ou j'entrais quelque chose, puis ça fonctionnait pas, j'étais pas têtu pour que ça fonctionne. J'étais prêt à juste le canon, le mettre de côté, puis par la suite, on va trouver une autre solution pour que mes gars puissent avoir du succès dedans, mais qu'en même temps, on puisse avoir l'intérêt général de la défensive, de limiter les gains, être agressif avec notre ADN pour justement mettre l'offense behind the sticks, puis pour que par la suite avoir un peu de rythme de notre côté. C'est nice que tu dises ça. Ça veut dire que quand tu es arrivé à Lévis, c'était vraiment ta première vraie job de coach, là. C'était pas juste de l'aide, là. Absolument. Ah, c'est Non, hot, non, pareil. j'étais coordinateur défensif, j'étais coach des linebackers. Là, à ce moment-là, je prends le rôle parfait. Là, il fallait que je me monte un staff également. Division 1 en Fallait que. plus. À ce moment-là, il Non, était ouais, ouais, D1. Ouais. ouais, c'est la dernière année qu'on a été en D1. Donc, je jouais justement contre les meilleurs, comme les meilleurs athlètes du Québec à ce moment-là dans notre âge. Puis ça m'a beaucoup aidé. Comme je te dis, les résultats, c'était pas nécessairement toujours ce qu'on souhaitait, mais c'est à ce moment-là aussi que j'ai réalisé comme quoi j'étais beaucoup plus fan du processus que les résultats. Tu sais, j'aime Mhm. beaucoup l'action de préparation. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mes gars pour trouver le edge, que ce soit une motivation ou trouver la petite clé que je garde au fond de ma poche, que je sortir au bon moment pour que ça reste dans leur tête, mais pas nécessairement une information de trop, ou si je la dis trop tôt dans la semaine ou pas trop tard. Tu sais, trouver juste le timing, comment je peux déployer un peu mon game plan, ça m'a beaucoup aidé. Puis, je suis très reconnaissant de la confiance que le Cégep de Lévis m'a accordé à ce moment-là. Puis, à ce jour, il y a quelques joueurs que j'ai coachés en 2021 que j'ai eu la chance de travailler avec eux encore aujourd'hui. Puis, ils me parlent comme quoi ben, j'ai laissé une expérience positive dans leur parcours. Puis, c'est tout ce que je peux demander, moi. Fait que j'étais très content. Tu es aussi beaucoup impliqué dans le football amateur au Québec, surtout dans la Team Québec. J'ai vu dans un de tes posts, tu dis: je suis profondément reconnaissant d'avoir eu la chance de travailler avec une équipe aussi talentueuse et unie. Vous êtes tous des personnes extraordinaires et je suis honoré d'avoir pu partager cette expérience avec vous. Les leçons que j'ai apprises de vous resteront avec moi tout au long de ma carrière d'entraîneur et au-delà. Qu'est-ce que tu veux dire par leçon? C'est quoi que tu as appris de cette expérience-là? Et déjà, le processus de Team Québec c'est long, c'est un processus à plusieurs étapes. Je pense qu'on commence habituellement les premiers camps de sélection, il y a environ 400 jeunes qui se présentent dans les différents camps. Puis ultimement, lorsqu'on part, peu importe où est-ce que le tournoi se situe, on part avec seulement 40 jeunes. Donc, il y a une grosse coupure en mode entonnoir qui se fait. Donc, c'est évident que lorsqu'on termine avec l'équipe puis on part sur le tournoi, ben, à mon avis, c'est les meilleurs 40 joueurs du Québec à ce moment-là, ou les meilleurs 40 joueurs qui peuvent nous aider dans des différents rôles à ce moment-là. Parce que des fois, on doit prendre un joueur qui est peut-être position moins talentueux qu'un autre, mais il y a plus de polyvalence puisqu'il peut jouer deux positions ou bien sur des unités spéciales. C'est un spécialiste, c'est le meilleur botteur, c'est un spécialiste des longues remises ou quoi que ce soit. La raison pour laquelle, comme à ce jeune âge, les jeunes qui pratiquent des skills en particulier, disons, kicker ou long snapper ou quoi que ce soit, c'est important qu'ils continuent à développer ça parce que ça peut être leur porte d'entrée au Team Québec ou collégial, disons, à l'université ou même pro un jour. Tu sais, un de nos spécialistes de longue remise, Yann Leroy, a été repêché par les Blue Warmers il y a 2 ans parce que c'était le meilleur au Canada, à mon avis, de le faire. Tu sais. Shit. Puis, ce qui m'a vraiment apporté, c'est que justement, OK, là, tu prends 40 jeunes, que t'en as qui sortent de Allemand, qu'il y en a qui sortent de Montréal, il y en a qui sortent de Québec, qui se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, puis il faut que tu réussisses à faire ça coller, puis que les gars travaillent ensemble pour un tournoi de 2 semaines, que tu vas travailler contre ou jouer contre d'autres provinces, que eux ils pensent que c'est les Kingpins. Puis le Québec, on a souvent la réputation qu'on a des gros programmes à l'université, mais même le niveau collégial est très fort, puis on est fiers du football qu'on joue ici. Donc, évidemment, nous, on va là, on va jamais là dans l'optique, on va là juste participer. On a les aspirations de gagner à chaque année. Puis c'est vraiment ça le mindset qu'on essaie d'inculquer aux gars. Puis euh, c'est vraiment nice de voir à quel point, une fois que, disons, la dernière coupure est faite, parce que ça tombe de 54 à 40, ces 14 gars, malheureusement, qu'on doit laisser partir, ben, c'est souvent des gars qui peuvent nous aider ou qui n'ont pas été en mesure de se distinguer parmi d'autres. Mais du moment où est-ce que la pression des coupures tombe, c'est là où est-ce que tu vois vraiment une grosse soudure au sein de l'équipe, où est-ce que les gars, ça commence à chiller ensemble, ça parle, un receveur parle avec un joueur de ligne, tandis que souvent ils sont plus stressés, ils sont vraiment en attente de la confirmation dans l'équipe. Mhm. Puis c'est là, en gros, qu'on passe environ 3 semaines ensemble, H24, pendant 3 semaines de l'été, où est-ce que, évidemment, même que ce soit les jeunes qu'on développe des liens, même avec le coaching staff, c'est le fun parce que c'est des coaching staff composés d'entraîneurs de tous les circuits au Québec.
Donc, ça me permet un peu de voir ou de voir un peu la façon que les gars avec qui je compétitionne en temps normal, comment ils se préparent, comment ils travaillent, puis comment on peut venir ensemble pour le but commun de ramener un championnat pour notre province. Puis à chaque année ou les 2 dernières années que je l'ai fait, ben, ça a été un plaisir pour moi. Puis ça m'a permis en fait de connaître des coachs fantastiques à travers le circuit. Puis ça me fait juste plus respecter le travail qu'ils font parce que je sais qu'il y a sûrement un gagnant au Canada à la fin de la saison, mais je sais que tous les coachs ici se préparent adéquatement puis qu'ils s'investissent. Puis coacher le football, c'est une vocation. Il faut que Mhm, tu dévoues. L'automne, souvent, c'est le temps familial un peu qui prend le côté, ou pas le côté, mais qui va un peu sur le back burner, tellement que tu dois t'investir pour justement les 100 gars que tu as dans ton vestiaire mhm, qui posent dans la même direction pour chercher un championnat. Donc, euh, moi, je dis un gros shout-out à tous les femmes de coach de football à travers le monde. Je pense que je pourrais même dire ça parce que elles sont super, super importantes. Puis elles prennent une grosse, grosse, grosse partie du load pendant l'automne. mhm. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Puis l'affaire qui est le fun, comme tu dis, c'est le fait de t'entourer de plus de coachs qui sont universitaires. Tu peux voir, tu peux apprendre de eux beaucoup, là. Tu sais, ils ont de Absolument, l'expérience. La absolument. majorité ont de l'expérience. Puis, tu sais, cette année, en plus, je pense que tu fais aussi partie du coaching staff, right? Pour l'édition de cet été, je ne ferai pas partie. J'ai fait les 2 dernières cette année, vu OK. que, comme j'ai parlé, ma fille, je passais un peu de temps cet été avec ma fille, puis profiter du temps en famille. Mhm. Mais je ne suis pas fermé à l'édition dans les années au futur. Donc, Team Québec, on risque de se revoir assez bientôt. Nice, man, nice. Linebacker prototype, c'est une autre façon de coacher pour toi. Je sais que tu es un spécialiste des linebackers. Peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi linebacker prototype? C'est quoi ton rôle là-bas? Puis qu'est-ce que vous faites pour développer les linebackers? Yes. En fait, Linebacker Prototype, en fait, ça a été parti par mon bon ami de longue date, Christophe Moulumba, qui a joué dans la CFL, puis qui a joué à l'Université du Maine aux States. Puis du moment où est-ce qu'il a terminé sa carrière professionnelle, a bâti Linebacker Prototype. Puis là, ça fait plusieurs années que ça bâtit, puis ça se concrétise. Puis là, c'est rendu assez gros. Il y a des franchises un peu partout au Canada et même aux States, à certains États. En fait, nous, on spécialise vraiment sur le développement. Annuel des linebackers, que ce soit évidemment sur les séances sur le field, mais on a des volets IQ, où est-ce que les gars ils rencontrent des coachs universitaires, où est-ce qu'on fait juste un peu vulgariser ou break down un peu du film sur quoi regarder, comment te placer, comment donner le edge, comme ça, lorsque tu peux assimiler du film avec ton équipe, ben, que tu peux facilement trouver des endroits sans. Parce qu'en fait, je veux juste faire un petit symbiose dans notre position de linebacker. Si tu essaies de tout voir, tu vas rien voir. Il faut qu'on simplifie nos yeux, il faut qu'on simplifie nos lectures. Puis en ce moment, on essaie juste dans le volet d'IQ d'implanter ça pour faciliter les lectures des gars. Ils ont aussi un speed training, du pilates, du yoga. Il y a plusieurs à faire. On veut incorporer global, c'est quoi l'excellence donc pour notre position. Puis moi, en fait, j'ai pris la branche à Québec cet été, en fait, puis je suis le head coach puis le directeur des opérations. Donc moi, je travaille avec, cette année, on a neuf jeunes qui travaillent avec nous que je travaille à 2 séances par semaine où est-ce que je travaille en fait les fundamentals. Donc, on a tout le temps des blocs d'agilité, pliométrie, destruction de blocs, notre footwork, notre transition, le pad level, toutes des choses où est-ce que on peut vraiment prendre plus de temps de travailler puis mettre les bonnes bases pendant l'été. Comme ça, lorsque tu arrives à ta saison, à l'automne, lorsque ça commence, puis que tu rentres dans les cahiers de jeu, mais que ta technique soit right, puis que tu sois prêt à exécuter rapidement, sans nécessairement devoir matcher, OK, je dois apprendre mon scheme, plus je dois travailler ma technique. On est vraiment plus en mode de base, puis c'est ton entraîneur ou ton équipe qui vont vraiment sortir ton playbook Mhm, qui veulent que tu joues. Mais c'est quelque chose dans laquelle moi je crois grandement. J'ai fait ça à la base pour pouvoir redonner à la jeunesse. J'ai fait Team Québec, comme on a mentionné, pendant 2 ans, puis c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis le fait que j'ai pu continuer à faire une branche un peu plus différente, où c'est un peu plus flexible selon mon horaire, de travailler avec des jeunes, puis leur transmettre mon savoir, ma passion, puis ultimement essayer de leur encourager, puis leur donner les outils pour être les meilleurs linebackers dans leur équipe, puis être dominants au sein de leur organisation, ben, c'est mon but, puis c'est ce que je leur souhaite à la fin de l'été. Si tu avais à me dire, mettons, c'est quoi les atouts principaux qu'un linebacker devrait avoir? Ça serait quoi, tu penses? Premièrement, le linebacker ou le football, c'est un sport de violence. Fait qu'il faut qu'un linebacker, à mon avis, il faut que tu aies un sens d'agression, de violence. Par la suite, il faut que
Personnellement, je trouve la polyvalence est vraiment importante. Donc, je veux pas que tu sois un linebacker qui soit spécialiste d'arrêter la course. Il faut que tu sois capable de jouer aussi bien dans l'espace que justement jouer au niveau de la course. Donc, ça requiert un bagage athlétique assez important. Donc, il faut que tu sois explosif, fort et que tu sois capable de traduire l'information devant toi pour pouvoir exécuter comme il faut. Donc, il faut aussi avoir un bon volet cognitif pour comprendre. Puis la dernière chose que je dirais, fait que violence, polyvalence, leadership. Leadership, c'est pas important. Moi, je considère, puis je dis souvent, mon gars, on est le poumon un peu de la défensive, OK? Parce Exact. qu'on est la liaison avec le front-end qui est la D-line, puis on est impliqué au niveau du back-end avec tout ce qui Mhm. est DBs. Il faut qu'on soit capable de justement de communiquer efficacement pour placer notre monde ou bien qu'on soit capable de travailler ensemble. Donc, que ça soit passer des tracés ou travailler lorsqu'on travaille des concepts de couverture ou est-ce que on travaille, on peut échanger des tracés ou quoi que ce soit. C'est important qu'on soit tous sur la même page. Donc, un linebacker muet, pour moi, ça fonctionne pas. Il faut que tu sois un peu dans le mindset alpha. Il faut que tu sois communicateur, puis il faut que tu te présentes à chacune des opportunités qui se présentent devant toi. Laval, maintenant, j'aimerais qu'on prenne le temps. La première question qui me vient en tête en parlant de Laval, c'est ça fait combien de temps que vous avez le même coaching staff? OK? Parce que, honnêtement, moi, je parle vraiment des coachs principaux, des coordonnateurs. Glenn, il est là depuis le début du programme. Euh, vous avez trouvé une recette gagnante, mais ça fait combien de temps que vous travaillez tous ensemble comme ça? Est-ce que tu le sais ou... Ben, je sais approximativement, je pourrais pas peut-être je me tromper sur une année ou deux ou quoi que ce soit, mais je sais que Glenn, comme tu as parlé, c'est le fondateur du programme qui est là depuis les tout débuts. Mhm. Puis Marc Fortier, notre coordinateur défensif, si je ne m'abuse, est là depuis 25 ans. C'est peut-être, comme je l'ai dit, Wow. peut-être je risque d'avoir une ou deux années de off. Par la suite, Justin Etier, notre coordinateur offensif, lui, c'est peut-être plus de 20 ans également, ça je peux te le dire. Carl Brennan, notre coach de ligne à l'offensive, plus de 20 ans également. Mathieu Bertrand, notre coordinateur du recrutement et notre coordinateur d'unité spéciale, puis il y a Mhm. plusieurs autres chapeaux, Mathieu, mais Mathieu a joué, je pense, 9 ans pro, a terminé en 2012, si je ne m'abuse. Par la suite, en 2013 ou 2014, a joint le staff. Donc, notre staff, pour les positions en fait de coordonnateur ou quoi que ce soit, ça fait, je te dirais, au moins tous facilement plus de 20 ans qu'ils travaillent ensemble. Puis je pense que ça fait une de nos forces, la stabilité au niveau de notre programme. Mhm. Les gars, ils se connaissent super bien, plus que ben, personnellement, évidemment, parce qu'à force de se côtoyer, ils se connaissent bien, mais la confiance est vraiment, vraiment, vraiment là. Comme Glenn, oui, c'est notre entraîneur-chef, c'est le chef de l'équipe, mais en défensive, c'est Marc Fortier le chef. C'est comme, Mhm. quand on parle de defense, Marc devient le boss de Glenn. Puis Glenn a zéro. Je pense que c'est le plus grand entraîneur au Canada pour une raison. Il n'y a pas d'ego là-dessus. Il délègue beaucoup. Puis il a confiance en ses coordonnateurs. Puis je pense qu'avec les années, les gars ont fait leur preuve. Puis ils ont démontré comme quoi ben, ils peuvent justement mériter la confiance euh, de notre head coach. Mais je pense que c'est vraiment ça qui fait notre force, notre programme. La stabilité. Puis le fait que un joueur qui a joué à Laval entre 2000 et 2005 va avoir une expérience similaire à un joueur qui va se joindre à nous parce que c'est quand même les mêmes valeurs qui sont véhiculées Ouais. d'une année à l'autre. C'est un travail important que nos vétérans dans l'équipe en ce moment, mais c'est d'inculquer les valeurs qu'ils se sont fait enseigner lorsqu'ils sont Mhm. entrés ici. Donc, on a tout le temps une vague comme ça où est-ce que on essaie d'amener les jeunes à joindre au bateau, mais tout en restant leur-même. On va pas demander à un gars de se dénaturer pour faire partie. Puis je pense que ça fait partie aussi des joueurs qu'on va recruter. Si on sent que ça ne sera pas un fit au niveau de l'équipe, ben, peut-être que ça peut être un joueur qu'on va gravitationner vers. Mais si c'est un joueur que justement on voit qui pourrait fit dans notre culture, si c'est un joueur que nous on voit un plan à moyen long terme, ou à court moyen terme, pardon, pour lui, ben, ça, c'est à son honneur. Puis, comme je te dis, une fois que Mhm. l'opportunité se saisit, souvent les choses, il faut que le joueur aussi prenne les choses en main, puis il faut que tu saisisses ta chance. Mhm. C'est très compétitif. On a des bons joueurs un peu partout sur le line-up. Donc, il faut que tu réussisses à faire ta marque ou à te démarquer d'une certaine façon. Exact, exact. Temps plein, vous avez combien de coachs temps plein pour le fun? 7, si je ne m'abuse. 7. 7, quand même. Ouais. 6, 6. Je ne 6. confirmer 6 à temps plein. On en avait un septième, mais comme je te dis, un de nos entraîneurs a fait un changement. C'est toujours parti de notre staff, mais là, il a juste tombé à temps partiel. Mais on a des gens ici en place à tous les jours pour prendre soin de tous nos joueurs. Puis je pense que c'est important qu'ils comprennent aussi que moi, je leur dis souvent, je suis impliqué au niveau de tout ce qui est préparation physique. Je vois les gars un peu sur une base quotidienne, puis ils sont libres de venir me parler à n'importe quel moment. Ils savent que
je suis là, que ça soit parler de football, que ça soit parler de la vie personnelle, que ça soit parler de quoi que ce soit, ben, il y a pas de gêne, puis on est là. Moi, je suis là pour servir à nos joueurs, puis c'est important qu'ils sachent ça. Mhm. Souvent, les gens ils vont dire ah, la Ligue RSEQ, c'est une ligne à deux équipes, il y a juste Laval, il y a juste Montréal. Moi, en fait, j'ai envie qu'on réponde à cette question-là en ce moment. Puis, en fait, moi, je ne vais pas te demander est-ce que c'est une ligue à deux équipes. Moi, je vais te demander est-ce que Laval se prépare de la même façon si ils vont jouer contre les Carabins ou peu importe une autre équipe de la Ligue? Absolument, absolument. Je l'ai mentionné un peu plus tôt dans notre podcast, mais nous, on ne va jamais prendre une équipe à la légère. Ok. Premièrement, parce qu'on a trop de respect pour les autres entraîneurs les autres universités où sont des entraîneurs à temps plein qui passent pas leur journée dans leur bureau à se rouler les pouces. Ils cherchent des solutions, ils cherchent à trouver des failles ou à essayer de trouver justement des switch-ups pour nous catch off guard ou pour nous donner des looks un peu plus différents. Donc, nous, que ça soit match pré-saison numéro un de l'année, que ce soit la Coupe Vanier, on va peut-être préparation, je peux pas dire que ça serait pareil. Peut-être qu'il y a des affaires qu'on va tweaker, mais il y a toujours le même sérieux, le même processus qui est apporté de semaine en semaine parce qu'on a trop de respect pour nos adversaires. Puis les autres équipes, on sait à quel point elles travaillent. Puis je vais dire quelque chose, puis je dis pas ça pour être prétentieux ou quoi que ce soit, mais quand tu es un peu au stade où est-ce que nous on est, où est-ce qu'on est souvent considéré comme une des équipes au top au Canada, ben, on sait qu'à chaque semaine, on va avoir la meilleure chose de l'équipe sur laquelle on joue. Puis on ne veut jamais se présenter d'une semaine où est-ce qu'on sait que OK, on va se présenter là, on n'a pas besoin de jouer notre meilleur, mais on sait qu'on va gagner le match. Tu sais, Mhm. j'ai fait partie de matchs où est-ce qu'on pensait peut-être qu'on allait avoir plus facile, puis ça a été beaucoup plus difficile. Puis je sais que les autres équipes ici, ça travaille fort pour justement dans le recrutement. C'est souvent les mêmes joueurs qu'on recrute. Fait que quand on en perd un à une autre équipe ou quoi que ce soit, ben on sait justement c'est quel type de joueur qu'on va faire contre. Fait que comme je t'ai dit, nous, on sous-estime jamais nos adversaires. On se prépare de la bonne façon, puis on respecte, respect the game respect you. C'est ce que je pense vraiment. Puis Exact, c'est une des façons de se exact. préparer. C'est bon, ça veut dire que, parce que c'est sûr que quand vous allez jouer contre d'autres équipes, eux, ils vont amener leur A-game, c'est sûr à 100%, tu sais. Donc, merci d'avoir partagé ça, man. C'est, je pense que c'était important qu'on en parle. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu rapidement de la saison 2024. Vous venez de gagner la 12e Coupe Vanier. C'est quoi la préparation mentale quand tu te prépares pour une Coupe Vanier cette saison-là, en fait? Parle-moi un peu de la saison. Ah non, c'est une super, super belle saison. J'ai été chanceux de faire partie de ce groupe parce que, à mon avis, c'était, à travers toutes les équipes que j'ai joué pour ou j'ai coaché, c'était une des rares années où est-ce que du joueur numéro un jusqu'au centième joueur sur notre alignement, ben, il y avait une symbiose d'équipe. L'équipe était très, très soudée. Les gars passaient beaucoup de temps à l'extérieur du terrain à faire des activités ensemble. Puis je pense que ça payait, puis ça a paru sur le terrain. Euh, Jamais lorsque, disons, on avait des départs plus longs ou lorsque les choses se passaient pas nécessairement comme on voulait pendant le match, il n'y a jamais eu, pardon, il n'y a jamais eu de panique sur le terrain. Les gars étaient là l'un pour l'autre. Quand une unité avait plus de misère pour qu'une autre, ben, on savait qu'on allait les backer ou, disons, la défensive a plus de difficultés, l'offensive allait notre back. Les unités spéciales se présentent à chacune des semaines. Puis ça a été ça qui nous a propulsé tout au long de la saison. Euh, Puis lorsqu'on était pour sauter un peu la coupe vanille, on savait on avait un adversaire important. On avait probablement statistiquement la meilleure offense au pays avec le carrière qu'ils avaient, Taylor Algersman, Ethan Jordan, le meilleur receveur de leur équipe également, qui était très, très explosif puis qui avait fait des ravages tout au long de la saison. On savait qu'on avait un challenge à ce niveau-là, mais on était aussi très confiants de nos joueurs puis de la façon que euh, du game plan qu'on avait monté pour jouer Mhm. contre eux, qu'on allait leur présenter des looks qu'ils n'avaient pas nécessairement vus durant la saison, qui allaient un peu brouiller un peu la vision ou rendre ça plus difficile sur leur carrière, qui est un excellent joueur qui a réussi à se dénicher un contrat avec les Packers cette année. Mais on savait, on était très confiants en allant là on avait l'équipe puis qu'on avait le game plan en place pour pouvoir remporter le match. Puis rapidement dans le match, je pense qu'on a fait quelques jeux positifs en defense qui ont juste gonflé l'équipe à bloc puis ont donné la confiance aux gars. Puis défensivement, on a fait un gros, gros, gros match. Même offensivement, on a bougé le ballon. On n'a pas réussi à puncher pour des touchdowns, mais on a eu de l'excellente possession. Notre botteur Mhm. était incroyable. Puis c'est cette Vraiment. façon-là que tu comptes le match. Tu sais, ça ne sera pas toujours des blowouts de notre carrière qui lance 5 passes de toucher, puis qu'on lance pour 600 verges, puis qu'on court pour 200 verges. Des fois, c'est you gotta grind it out. Puis des fois, c'est Mhm. des unités spéciales. Des fois, c'est des matchs de positionnement de terrain. Puis des fois, c'est juste quand tu peux garder une offensive aussi explosive hors du terrain, ben c'est ça qui nous aide. Tu sais, nous, on a confiance dans nos moyens, puis on avait une bonne offensive pour nous-mêmes aussi, sans le mentionner. Puis on a réussi à chercher la victoire à Kingston, puis c'était incroyable. Euh,
très beau stade. Là-bas, ils ont des belles installations. C'est relativement proche aussi du Québec. Fait que beaucoup Mhm. nos familles, nos parents, nos amis ont voyagé. Fait il y avait du monde au stade. C'est une excellente expérience. Puis pour moi, mon premier championnat en tant qu'entraîneur, j'étais tellement content pour justement mon groupe de linebackers, les gars avec qui j'ai travaillé toute l'année dans toute l'équipe. J'étais content, puis j'étais vraiment fier de ces gars-là. Puis on a eu la chance de recevoir nos bagues il y a quelques semaines. Puis Exact. ce jour est vraiment une belle représentation de la belle saison qu'on a eue. Mhm. En parlant de bague, c'est quoi que ça veut dire le whatever it takes puis le unbreakable sur la Ben, je bague? pense que c'est un peu self-explanatory, whatever it takes, right? Que ça soit tous nos joueurs étoiles ou que ça soit un joueur qui, en fin de saison, dû à une blessure, il est demandé de répondre, de monter au bat puis de frapper un home run. On a besoin de quoi? Il faut que tu sois prêt à aller. Tu sais, je dis souvent, tu sais quand le match commence, tu sais pas quand ça va terminer. Ça Mhm. peut être 6 overtime, on va jamais plier. On met beaucoup d'emphase aussi sur être une des équipes les mieux conditionnées au pays. Fait qu'on met beaucoup d'efforts dans notre conditionnement physique l'été. Les gars sont investis. Les gars, ils veulent. C'est ce que je suis assez chanceux ici, c'est que on est rendu un peu au top de la pyramide. Lorsque tu es à l'université, puis il y en a seulement un certain nombre au Québec, tous les gars sur toutes les équipes, ils veulent être ici. Puis il n'y a Exact. personne qui est forcé. Puis si jamais ben, tu n'as plus d'intérêt ou tu perds la flamme, ben, il n'y a personne qui te retient ici en otage. Tu peux dire, ça ne m'intéresse plus. Puis il y en a un autre qui souhaite juste avoir sa chance dans l'équipe, Mhm. tu sais. So, whatever it takes, les gars étaient prêts à aller n'importe où, n'importe quand jouer contre n'importe qui. Puis c'était. Puis Unbreakable, ben, je pense que c'est juste un bon mantra de mental toughness, que ça parte bien, que ça parte mal, qu'il fasse froid, qu'il pleut. C'est tous des éléments extérieurs. On contrôle ce qu'on peut contrôler, on met un pied avant l'autre. Puis un step à la fois, les choses vont se passer. Puis je pense que c'était un des mindsets que les gars ont eu. Puis il y a beaucoup de, c'est toujours au Québec, il y a des médias, il y a du bruit des fois qui sort au courant de la semaine, des articles, des gars qui sont placés, des gars qui se font sentir qu'il manque un peu de respect ou quoi que ce soit. Donc, contrôle ce que tu peux contrôler, puis pour le reste, ben, tu régleras ça entre les lignes blanches. Exact. Une bague, la Coupe Vanier comme ça vaut combien pour le fun, sais-tu? Je pourrais pas te dire, oui, ça faudrait que tu parles au grand chef qui passe les commandes, mais c'est un gros caillou, je dirais, c'est une couple de centaines de dollars certains, là. Ah, parce que j'ai vu ça, puis c'est une vraie bague, là. C'est de quoi Ouais, ouais, de elle est vrai, là. incroyable. Cette C'est pas. année, je pense que on a eu un nouveau fournisseur, si je ne m'abuse, puis je pense qu'ils voulaient nous épater puis mettre la barre haute, puis ils nous ont pas déçus. Elle est extrêmement belle, très Mhm. grosse aussi, puis elle a une fonction que tu peux dévisser le top puis le Ouais, porter comme un pendentif. C'est très, très ça, nice. c'est fly. Euh, Tant qu'à jumper là-dessus, c'est quoi les valeurs de l'Université Laval, du programme de football? Parce que là, tu as parlé de Whatever It Takes, Mhm. Unbreakable, mais ça, c'est ce que vous avez mis sur la bague, mais je suis sûr que chaque programme a leurs valeurs. C'est quoi qu'à Laval, ça ressemble à quoi ces valeurs-là? Mais nous, on a un dicton qui dit Those who stay will be champions, right? On a été chanceux à travers notre programme, puis on a travaillé pour justement déblanchir des championnats. Puis je pense qu'à ce stade-ci, chacun des joueurs qui a passé dans son parcours à Laval, si tu fais minimum 3 ou 4 ans, t'as eu une coupe Vanier. Donc, c'est vraiment ça. Tu sais, des fois, on arrive en fin de saison, puis c'est pas la fin qu'on désire ou qu'on souhaite. Mais il faut juste que des fois, il faut que tu apprennes à travers les défaites, puis que tu apprennes à lécher, puis à cicatriser tes blessures, puis ça va juste te renforcer, puis ça va te donner du gaz ou ça va donner du fuel pour la prochaine saison. Puis il faut que tu utilises toutes les opportunités où est-ce que ça n'a pas terminé comme tu l'aurais souhaité pour motivation ou en guise de motivation pour la saison par la suite. Par la suite, chez nous, on est une équipe il faut que tu aies un grand sentiment d'abnégation. Ça veut dire qu'il faut que tu mettes toujours l'équipe avant toi. On est conscient que souvent, on recrute des joueurs qui ont été des joueurs étoiles dans les différents circuits, Division 1, Division 2, Division 3. Tu as souvent été le top dog dans ton équipe. Là, tu vas arriver ici, puis tu vas être rempli dans un depth chart, rempli de top dogs. OK? Comment tu vas te démarquer? Comment tu vas débarquer? Comment tu vas réussir à mettre l'équipe en premier? Put the team first. Tu sais, c'est très compétitif. Puis, on est limité à des rosters de 52 joueurs lorsqu'on joue dans notre Mhm. province. Donc, la réalité, c'est que près de la moitié de l'équipe n'est pas habillée au jour de match. Est-ce que tu vas être salty ou est-ce que tu vas être content et fier du gars qui va représenter tes couleurs? Puis qui peut-être va avoir ton jersey pendant cette semaine-là, mais il faut que les gars soient en mesure de, comme tu dis, pousser tous dans la même direction. Tu sais, ton gars fait un jeu, il joue la même position que toi, il fait un jeu pendant le match, mais je m'attends à ce que tu célèbres aussi si c'est toi qui le faisais parce que tout le monde est important dans cette équipe-là. C'est Mhm. pas juste nos partants ou nos gars qui ont un plus de visibilité.
c'est vraiment, on dit souvent, comme on est aussi fort que notre plus faible maillon. Donc, si toi, Exact. tu lags derrière, tu chill, puis tu penses que tu es inaperçu, ben, ça va paraître. Puis quand on va avoir besoin de toi à la fin de la journée, puis tu seras pas prêt ou tu vas avoir chill, puis là, tu vas être rendu sur la grande scène, puis tu vas chier tu vas paniquer under pressure, ben, Mhm. c'est pas ça qu'on veut, tu sais. Fait que Il dans le faut que tu fond, sois certain, il faut que tu puisses jouer avec ça, puis il faut que tu sois capable de faire. fait que dans Put le the fond, team first. exact. Ouais, vas-y. Put the team first. Fait que ça, c'est vraiment un non-negotiable là, quand tu te fais recruter à Laval ou quand Absolument. tu fais partie de l'équipe. Cool, man. Absolument. C'est vraiment cool Absolument. que tu me dises ça. Je suis capable de vraiment rallier les dots. En parlant de recrutement, justement, c'est quoi que vous faites de différent des universités? Comment vous faites pour aller chercher autant de gros noms à chaque année? Ben, personnellement, je ne sais pas exactement ce que les autres universités font parce que je suis concentré sur qu'est-ce que nous on fait ici, mais nous, c'est important en fait qu'on montre une immersion totale de c'est quoi être un joueur de Laval ou du Rouge et Or quand tu es sur ta visite. Donc évidemment, on a Mathieu, notre coordonnateur de recrutement le coordonnateur du recrutement qui fait un travail colossal, probablement à juste rentrer en contact avec les jeunes. Il parle souvent avec tous les coachs du circuit collégial pour savoir c'est qui les finissants, c'est qui les pépites cachées, est-ce qu'il y a des joueurs que justement on n'est pas au courant, mais qui sont finissants pour pas qu'on se fasse surprendre ou quoi que ce soit. Par la suite, quand il vient ici, mais on est très chanceux d'être dans des super belles installations. On leur montre le tour de c'est quoi, en fait, que tu vas côtoyer quand tu arrives ici sur un day-to-day basis. Puis par la suite, ben, je pense que c'est important de s'asseoir avec les gens avec qui tu vas côtoyer, donc ton coaching staff, pour voir si tu peux connecter avec ces gens-là. Parce que comme j'ai parlé tantôt, c'est une décision importante pour 4 à 5 ans de ta vie, mais c'est beaucoup, Mhm. beaucoup d'efforts et d'investissements qu'on va te demander, on va te pousser, puis tu vas sortir d'ici une personne grandie physiquement, si tout va bien, puis nous, on prend beaucoup ça avec un diplôme en main. Puis si les choses s'alignent bien pour toi, puis ça fonctionne, ben, tu risques d'avoir une shot pro si les choses fonctionnent, puis si tu fais le moule un peu de ce que les équipes recherchent. Mais c'est important que nous, on fasse ça puis qu'on soit transparent. Je pense qu'on est très transparent dans la façon que nous, on fait notre recrutement. Parce que d'une année à l'autre, les joueurs, ça se parle, ça se communique. Fait que nous, on n'est pas des vendeurs de rêves. On invite les joueurs ici, on leur donne l'information, on leur donne l'immersion totale de qu'est-ce que c'est être un joueur du Rouge et Or. Puis on est chanceux justement que je pense que un peu la façon que notre programme est structuré, puis les succès qu'on a sur le terrain, ça nous aide grandement. Je pense que tout le monde veut aller pour un programme ou vise à aller dans un programme qui a du succès, puis qui peut lui donner la chance de gagner des matchs, des championnats, avoir un bac, puis par la suite, si l'opportunité se présente, d'avoir une opportunité pro. Puis nous, on se considère très fort dans ces trois choses-là pour le développement de nos joueurs. Il faut Mhm. qu'on ait un plan à court moyen terme pour toi. Il faut qu'on juge que tu vas être un bon fit au niveau du mix de jeunes qu'on a dans notre vestiaire. Par la suite, il faut que nous, on sente que tu fais un peu dans ce que nous, on a pour toi ou ce qu'on prévoit ton évolution à travers les années. Il y a 13 joueurs du Rouge et Or maintenant qui sont dans la CFL cette année, qui commençaient, qui font partie d'une équipe. Comment vous faites pour préparer vos joueurs pour aller chercher l'excellence tout le temps comme ça? Mais je pense que c'est quelque chose que eux ils sont, c'est qui est inculqué dans ces joueurs-là depuis qu'ils mettent leur arrivée ici. Nous, on a des standards, puis je considère qu'on fait des choses très similaires à des équipes pro. Donc, lorsque les gars ont l'opportunité d'avoir des camps pro ou lorsqu'ils ont leur shot pro, c'est pas une grande transition au niveau de qu'est-ce qu'il y en est ou qu'est-ce qui est demandé. En fait, c'est encore peut-être un peu plus facile parce qu'ici, tu as encore le volet académique à jongler. Il faut que tu fasses l'équilibre entre étudiant-athlète. Tandis que lorsque tu fais le jump pro, ben, c'est seulement comme les équipes t'ont, disons, de 8 heures le matin à 13 heures de l'après-midi. Pour le reste de la journée, c'est toi contre toi. Ça, là, tu peux faire des choix comme t'entraîner, prendre soin de ton corps ou faire plus de films. Mais si tu voulais, tu pourrais aller à la maison puis gamer pour le reste de la journée. Mais je pense Mhm. avec les valeurs qui sont appliquées ici avec nos joueurs, avec justement la préparation physique, la préparation mentale, les bonnes habitudes, qu'est-ce que tu peux faire pour aider ton sort, aider ton équipe pour être en mesure de mettre la meilleure prestation sur le terrain de semaine en semaine. Mais c'est toutes des choses qui, nous, on prône et qu'on essaie d'inculquer ici lorsque les joueurs sont avec nous. Comme ça, lorsqu'ils vont en pro, ben, ils ont la facilité à juste faire ça. C'est juste là, c'est apprendre le nouveau cahier de jeu, apprendre un peu la nouvelle terminologie, puis la culture organisationnelle qui est dans l'équipe professionnelle. Mais c'est pour ça aussi que souvent, plusieurs de nos joueurs qui sont pros, mais dans la saison morte, ils reviennent ici à Laval s'entraîner, ils passent leur off-season ici. Fait que c'est encore un peu. T'es un rougeur un jour, t'es un rougeur toujours. Tu viens dans le vestiaire, ils viennent dans le numéro. Fait que c'est très, très convivial à ce niveau-là. Exact. En finissant, tu pourrais-tu me dire qu'est-ce que Glenn
Constantin représente pour le programme? Comment qu'il a façonné la culture de ce programme-là? Ben, Glenn, je pense que c'est la pierre angulaire de notre programme, right? C'est un peu l'image, c'est l'entraîneur-chef le plus victorieux au niveau du sport au Canada. Il est tellement, c'est une personne, c'est une personne qui dégage beaucoup d'aura. Tu sais, Glenn est dans la salle, t'as pas besoin nécessairement de savoir, mais nous, on le côtoie tous les jours, fait que pour nous, c'est un peu, moi, c'est vraiment mon collègue de travail, mais il dégage beaucoup, puis il y a beaucoup, beaucoup de respect à travers non seulement la province, mais au Canada pour ce qu'il a fait, la façon qu'il a bâti notre programme, puis qu'est-ce qu'il représente au niveau de pousser les limites ou de pousser les attentes de qu'est-ce que c'est un Mhm. football, un programme de football dominant au Canada. Puis je pense que c'est un peu ça qui fait, oui, pour le Rouge et Or, mais pour le football au Canada en général. Il pousse, il y a beaucoup de projets qui mettent de l'avant, qui essaient de mettre de l'avant pour avancer le jeu, que ce soit pour augmenter la visibilité, augmenter un peu la compétition à travers les différents réseaux, ou juste garder le sport du football pas vendeur, mais aussi que les gens veulent s'attacher aux produits parce qu'on est chanceux. Au Québec, je le sais, les gens aiment beaucoup le football, mais au Canada aussi, tu sais, la CFL, elle est présente, puis je pense qu'à chaque fois qu'on a la chance de jouer contre des équipes un peu ailleurs au Canada ou quoi que ce soit, mais la notoriété du Rouge et Or, elle est plus que à travers les frontières québécoises, c'est à travers le Canada, puis c'est à travers, je pense, le travail qui a été fait par Glenn et tout le staff à travers les années qui ont juste monté une autorité qui en ce moment, c'est indéniable. Il ne faut pas dire que le Rouge et Or n'est pas une équipe bien préparée, bien structurée d'année en année dans toutes les sphères des choses qu'on fait. On essaie d'être le standard, puis je pense que c'est grandement grâce à lui, puis à sa vision du programme. Merci, Kian, d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui, de venir partager ton expérience, mais aussi c'est quoi Laval, en fait? C'est quoi l'Université Laval, un peu? Je trouve ça vraiment le fun, en fait, de venir partager ça. C'est très apprécié, honnêtement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir envoyé l'invitation, puis on se fera un part 2 si jamais l'opportunité se présente. Ben oui, certainement.